Bonjour, bienvenue donc dans la salle Jean Laurenti pour cette poursuite du cycle prévision, planification et aide à la décision. Ce matin, on a parlé SNOP, on a parlé Réapro, on a parlé prévision. Là, on va encore parler de tous ces domaines-là, mais sur une supply chain très personnalisée. Et alors personnalisée, centrée, c'est pas tellement centré client, mais centré patient, puisque c'est les laboratoires Pierre Fabre et une mise en œuvre de l'outil Future Master. Il me semble d'ailleurs que la caractéristique aussi, c'est un peu la rapidité de déploiement, mais je pense qu'on y reviendra. Donc pour nous en parler, on a Christophe Edwiller qui est directeur Business Développement et Opération ATMP. Alors ATMP, ça veut dire Advanced Therapy Medicinal Products, ou alors MTI qui veut dire MTI, qui veut dire médicaments de thérapie innovante. Enfin bon, bref, c'est des médicaments de thérapie cellulaire et pour guérir les maladies cancéreuses. Donc, c'est pas tout à fait de la futilité et c'est vraiment de l'utilité. Voilà. Et puis, pour nous l'accompagner dans cette présentation, on a la chance d'avoir Yacine Zerwal, qui est directeur MEA de Future Master. Messieurs, vous avez 3 quarts d'heure, donc jusqu'à 14h45, en nous laissant une petite place aux questions, évidemment. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Bravo Jean-Luc pour avoir dit le titre de Christophe correctement, parce que nous on n'y arrive pas encore. Donc effectivement, moi je suis directeur IMIA chez Future Master. Je fais une brève introduction sur Future Master. Future Master, on a un éditeur de solutions de planification, prévision, planification de la distribution, planification de la production et SNOP. Et effectivement, c'est une présentation qui est effectuée par Christophe Edwiller de Pierre Fabre. Un petit mot très rapide sur ce projet, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur chez Future Master. Alors effectivement, il se caractérise en partie par sa vitesse d'exécution. C'est un projet qui a été déployé très rapidement, et Christophe va pouvoir en parler, mais on est sur un projet qui est de l'ordre de quelques mois, et c'est une performance intéressante, d'autant plus que on est sur une approche et un modèle de supply chain qui est très personnalisé et très centré autour du parcours patient. Puis il y a une dernière dimension, c'est aussi une dimension émotionnelle et éthique. C'est aussi un projet où finalement l'ambition derrière, c'est de sauver des vies. Et ça nous sort aussi quelque part du domaine de la supply chain classique, avec une vocation autour vraiment de la vie des patients. Donc c'était très rapide, et puis maintenant je te laisse la place Christophe pour nous en dire beaucoup plus. Merci Yacine. Écoutez, je suis assez fier de faire cette présentation, parce que ce que vous allez voir ne va pas vous révolutionner ce que vous pensez de la supply chain, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait, mais on a une certaine fierté dans le sens où on a réussi à adapter des choses pour un contexte médical quand même très compliqué. Alors c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers cette présentation. Bon, le disclaimer, en gros, c'est pour vous dire que je vais parler d'un médicament, mais que aucun de vous n'est médecin, et ça tombe bien, parce que de toute façon, comme ça, je pourrais dire n'importe quoi, vous ne comprendrez pas. Bon, ça, c'est moi. Voilà, ça, c'est fait. Et l'agenda. Donc, un petit slide vite fait sur Pierre Fabre. Une présentation du produit, parce que si je ne vous explique pas le produit, vous n'allez pas comprendre pourquoi sa supply chain est complexe. Les enjeux qu'on a eu derrière, qu'est-ce qu'on a fait avec Future Master en fait, et en fait quels étaient les résultats, en quelques mots. Alors, vite fait sur Pierre Fabre, ce n'est pas non plus l'objet de passer 3 heures dessus. On est un acteur mondial aujourd'hui qui a 2 piliers importants, un pilier en dermocosmétique et un pilier en pharma. Donc vous voyez, on est à peu près une boîte qui va maintenant faire 10 000 personnes. On est à 2,5 milliards dans ces eaux-là. Un certain nombre de marques de dermocosmétiques sont, je l'espère, extrêmement bien connues de vous, mesdames. Et j'espère que vous êtes de parfaites utilisatrices de nos chers produits, Aven, Aderma, Chlorane, etc. Pour ce qui concerne les médicaments, j'espère, messieurs, que vous n'êtes pas trop utilisateurs, puisqu'un de nos grands médicaments est un médicament sur la prostate. Mais vous y passerez tous, ce n'est pas un problème. Donc, si vous cherchez plus sur Pierre Fabre, pierrefabre.com, et vous trouverez tout ce que vous voudrez nous concernant. Alors, Ebvallo, on va rentrer dans le dur. Je suis quasiment obligé de le lire, parce qu'en fait, l'indication est tellement compliquée
qu'il ne faut pas que je la détourne. Donc je vous l'expliquerai derrière mot par mot parce que chaque mot en fait a son importance. C'est une thérapie allogénique d'immunothérapie qui utilise des T-cells qui sont en fait utilisés dans le traitement d'un syndrome lymphoprolifératif post-transplantation lié au virus EBV qui est le virus d'Epstein-Barr. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce moment-là? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En fait, le virus Epstein-Barr, vous l'avez tous à peu près chez vous. Tous les adultes de plus de 30 ans sont contaminés par Epstein-Barr. Vous le connaissez, ça s'appelle la mononucléose. Donc c'est un virus que vous avez qui est inactif. Dans le cas qui nous intéresse, en fait, ce virus devient extrêmement actif sur des personnes qui ont subi une transplantation et pour lesquelles le système immunodépresseur a été totalement supprimé. Avant, quand le système n'est pas supprimé, il reconnaît Epstein-Barr, mais comme un virus inactif. Donc toutes les cellules de votre système croisent Epstein-Barr le matin. Salut Epstein, ça va, merci, et toi, impeccable. Sauf que quand vous avez tout supprimé et que le virus devient actif, les mêmes cellules de votre système, elles le reconnaissent comme étant un copain. Donc elles ne vont pas l'attaquer. Or, ce virus est à la base de lymphomes extrêmement violents qui surviennent sur des patients qui ont eu ces transplantations. Donc vous imaginez, déjà vous avez eu une transplantation, déjà vous n'êtes pas bien, c'est pas très marrant. Hein. Donc transplantation solide, ce qu'on appelle les SOT ou on va dire liquide, c'est-à-dire les transplantations de moelle osseuse avec en particulier les problèmes de leucémie. Donc déjà vous n'êtes pas bien, mais en plus, heureusement ce n'est pas tous les transplantés, hein, on parle sur une maladie rare. Donc dans le cas présent, en plus, vous allez vous taper un lymphome qui est extrêmement violent et qui est malheureusement, on va dire, létal quasiment à tous les cas, si évidemment on ne fait rien. Donc c'est EBV. Après, le terme hyper important par rapport à la supply, c'est allogénique. Allogénique, il y a deux termes en thérapie, c'est autologue et allogénique. L'autologue, c'est quand on vient prendre vos cellules, vous êtes malade, on prend vos cellules, on récupère vos cellules, on les booste et on vous les réinjecte. Ça, c'est l'autologue. L'allogénique, c'est quand on fait ça, mais avec des donneurs. Dans le cas qui nous intéresse, c'est là où c'est très différent et où la supply prend un sens complètement différent. Vous aurez compris que si je prends vos cellules, je les modifie puis je les renvoie, ma supply, je n'ai pas de stock, j'ai un temps de cycle, c'est tout ce que j'ai, ça n'a aucun intérêt. Dans l'allogénique, on est complètement différent. On fait appel à des donneurs. Et en fait, par exemple, on va avoir ici une quarantaine de lots différents, de 40 donneurs différents qui vont chacun pouvoir traiter particulièrement un patient. Je vais vous l'expliquer après. Chose importante, mais c'est plutôt médical, ce n'est pas de la thérapie génique, c'est une thérapie cellulaire, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune modification génétique de la cellule. C'est juste des cellules que l'on prend, qui sont mises en présence d'autres cellules et qui vont exprimer en fait des gènes particuliers pour aller targeter en fait ces cellules. Le patient HLA compatible, je vais vous l'expliquer, c'est la base d'un de nos gros problèmes de supply. Et vous le verrez, c'est qu'en fait, à un moment, comme vous avez des donneurs d'un côté et des patients de l'autre, il va falloir trouver une compatibilité. Et cette compatibilité va se faire à travers le HLA, qui veut dire en fait Human Leukocyte Antigen. C'est un peu votre carte d'identité, on va dire, immunitaire. Chacun de nous a son propre HLA et chaque HLA est différent. Et la dernière chose, évidemment, c'est que le produit est utilisable immédiatement. C'est-à-dire que le gros avantage par rapport justement à l'autologue, où vous devez attendre la transformation de vos cellules, c'est qu'en fonction de ce qu'on va trouver, on peut immédiatement utiliser un produit et l'injecter. Voilà sur Ebvallo. Alors, quand on a dit ça, je vais vous détailler un certain nombre de choses qui vont vous expliquer pourquoi c'est un petit peu compliqué en termes de supply chain. Premier truc, on ne sait pas ce qu'on fabrique, on ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas en quelle quantité on va l'avoir. Donc ça, c'est déjà, j'appellerais le sketch de travailler avec du vivant. Quand vous faites de la chimie classique, si vous mettez 12 kg, 20 kg, machin, etc., à la fin, vous savez ce que la réaction va vous faire et vous aurez le produit que vous voulez. Dans le cas qui nous intéresse en termes de manufacturing, c'est des cellules vivantes. Donc on est incapable de dire ce qu'elles vont faire, on est incapable de dire si elles vont bien réagir correctement, et on ne sait pas ce que ça va sortir, ni en quelle quantité. Donc ça déjà, c'est un petit souci quand même, hein, à la base, parce que vous pouvez comprendre que si vous cherchez à reproduire une SKU particulière, c'est juste pas possible chez nous. Donc ça, c'est le premier sujet.
Bon, après, je vous passe le fait que c'est un manufacturing qui est extrêmement complexe, qui est dans des conditions de stérilité plus. Hein, il n'est pas question d'introduire quoi que ce soit, une moisissure ou de filer, en plus de filer le produit, d'aller refiler un virus, de la grippe ou de quoi que ce soit aux patients. Donc c'est du stérile vraiment très compliqué. Et puis évidemment, sinon c'est pas drôle, à la fin le stockage est fait à moins 150 degrés, ce qui est le plus haut niveau de stockage que l'on peut avoir. Alors moins 150, c'est pas des frigos, hein, c'est de l'azote liquide en phase gazeuse. Donc vous imaginez que c'est pas le truc qu'on a tous les matins. Donc quand déjà vous avez passé tout ça, vous avez réussi à faire des choses. Donc au départ, quand je dis faire des choses, c'est que vous avez des tailles de lot qui sont évidemment variables, puisque, comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle le harvesting, c'est-à-dire la culture en fait des cellules, elles peuvent vous filer 50 flacons à la sortie, comme elles peuvent vous en filer 300. Sauf qu'il n'y a qu'en sa sortie que vous savez si vous en avez 50 ou 300. Donc, again, vous reprenez ceux qui connaissent la pharma, il y a des tailles de lot, hein. Taille de lot, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. Donc quand vous commencez, vous savez ce que vous avez. À la fin, vous avez 1 million. Ici, quand je commence, je sais que j'ai un donneur. Je sais que je cherche quelque chose. Sauf qu'à la fin, c'est un mois avant de finir que je sais ce que j'ai. Au passage, du début jusqu'à la fin, donc, du prélèvement des donneurs, je ne vous fais pas le détail du milieu parce que franchement, ce n'est pas l'idée de la présentation. Puis c'est vraiment très complexe. Et je pense que si vous allez dans la littérature, vous le trouverez aussi. En fait, de là à là, c'est 6 mois. Hein, déjà. Donc ça veut dire quand vous commencez, c'est 6 mois quand ça marche. On a un taux de chute qui est à peu près de 40%. C'est-à-dire que vous lancez 3 lots, il y en a un qui plombe. Et vous ne savez pas pourquoi. Hein. Voilà. Donc, challenge, un peu incertain. Hein. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, alors lui, c'est pas le moindre. Celui-là, je vais essayer de vous l'expliquer parce que vous, comme moi, vous avez une carte d'identité, votre HLA. Votre HLA, ce sont des allèles qui vont se caractériser ici, la A, la B, la C, DRB1, DQB1. Pour chacune de ces allèles, vous avez des valeurs. Donc par exemple, mon patient, ici, il a une valeur 11,01, c'est des vraies valeurs, hein, c'est pas du flan, hein, c'est pas pour une démo. Donc il est à 11,01, 29,02 et ainsi de suite. Ça, c'est sa carte d'identité. Moi, je vais avoir de l'autre côté, moi j'ai fait des lots, le lot A, le lot B, le lot C, le lot D, qui sont à partir de donneurs, qui eux ont des HLA qui leur sont propres. Donc je prends le donneur du lot B, donc il a un HLA 11,01, 33,03, 0,7,01 et ainsi de suite. Et quand on va vouloir faire une compatibilité, il va falloir chercher à matcher un des lots de nos donneurs avec le lot du patient. Alors le match, il est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les valeurs que vous avez ici, il n'y a qu'une seule valeur qui est importante, parce que c'est cette valeur qui va être ce qu'on appelle chez nous la restriction. C'est-à-dire que c'est celle-là qui va donner l'information au système immunitaire, qui va lui donner la clé pour aller chercher, attraper en fait les cellules qui sont porteuses de BV. Donc quand on dit compatibilité HLA, ce n'est pas la compatibilité de l'ensemble, c'est qu'il faut que je retrouve ici, moi j'ai identifié chez le donneur que ça, c'est ma target HLA. Évidemment, la blagounette, c'est que je le sais qu'à la fin du manufacturing. Hein. Quand je commence, je ne sais jamais ce que j'ai à la fin. Et il faut que je regarde une compatibilité. Et là, vous voyez, j'en ai 3 qui le font. Donc j'ai 3 lots ici, en fait, qui sont compatibles et qui peuvent être donnés. Voilà, après, je ne vous fais pas le reste. Le reste, c'est des compatibilités en plus générales. C'est-à-dire qu'on doit chercher au minimum 2 compatibilités. Une qui est directement liée, en fait, pour targeter le virus. L'autre est une compatibilité plus générale pour que globalement votre système immunitaire il ne rejette pas le tout en disant c'est quoi ce bordel là, c'est qui? Allez hop, on dégage. Donc déjà, ça vous donne une idée que moi je dois produire suffisamment de lots différenciés pour couvrir toute une population qui va être évidemment statistique. Vous aurez compris déjà que le 100%, on ne sait pas faire. Donc aujourd'hui, on a un engagement de couvrir 95% hein, de la possibilité de ce qu'on peut faire. Et vous aurez compris que ça marche ou parfois ça ne marche pas. Donc ça, c'est une complexité qui rend en fait le traitement unique. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ça, c'est le même produit. Hein. Sauf qu'à un moment, si vous décidez que vous prenez le lot D pour le patient, c'est le lot D
du début jusqu'à la fin. Point barre. Ce qui veut dire que vous devez vous assurer que vous êtes en capacité de donner à votre patient du début jusqu'à la fin. Et c'est là où arrive un deuxième problème. Nairi, merci. Le deuxième problème, c'est l'administration. Donc celui-là, il n'est pas très compliqué, c'est juste de dire que c'est une administration qui se fait en fait en plusieurs cycles, avec c'est un petit peu tiré des administrations de chimiothérapie, c'est-à-dire vous avez 3 injections le premier, donc D1, D8, D15, vous attendez PET scan, vous regardez ce qui se passe, pour voir si ça marche bien, vous continuez, cycle 2, D1, D8, D15 et ainsi de suite. Et en fait, celui-là, c'est pour dire que, un petit peu d'ailleurs comme la chimio, au départ, on ne sait pas combien on va donner de flacons. Donc un mec comme moi, c'est 4 flacons. Un enfant, c'est 1 flacon. Un big boy, ouais, il y en a un là. Lui, il va me bouffer 5 flacons, lui. Lui, c'est pas un bon client, lui. Il va tout me bouffer le stock, celui. Voilà, donc on a déjà ça aussi. C'est-à-dire que le patient, on va lui trouver un lot, mais à la base, on ne sait pas combien de flacons on va bouffer. Et alors là où ça se complique, et c'est le slide suivant, c'est que non seulement on ne sait pas combien, mais on ne sait pas exactement combien on va faire de cycles. La théorie, c'est 3 cycles, sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'encore une fois, on est dans le vivant, c'est votre système, il ne réagit jamais de la même façon. Donc, si vous êtes un gars chanceux, généralement si vous êtes jeune, hein, parce que ça marche mieux avec les systèmes, on va dire, des enfants, vous pouvez faire ce qu'on appelle une réponse complète. Dans ce cas-là, vous faites 2 cycles. Si à la fin des 2 cycles, les analyses disent « vous avez fait une réponse complète », à la fin du 2e cycle, on arrête, merci, vous êtes guéri. Et donc on ne fait pas le 3e. Vous aurez compris que systématiquement, nous, on va réserver 3 cycles. Et on va être sûr d'aller jusqu'au 3e. Donc là, ça veut dire qu'on a réservé 3, mais hop, on va relâcher une partie du 3e puisqu'on ne le fait pas. Après, vous pouvez être dans d'autres choses plus compliquées. Le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle la progressive disease. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un lot, vous l'administrez, il fait son premier cycle, et puis, non, ça ne marche pas bien. Donc, au lieu de continuer à administrer les 2 cycles suivants, on switch. On prend un autre lot. Dans le cas où, évidemment, on a 2 lots potentiels. Ça veut dire que la compatibilité, elle est bonne, mais elle n'est pas assez bonne. Si on en a un 2e, on tente le 2e. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On relâche les lots, les parties qu'on n'a pas consommées, et rebelote, on réattaque sur un autre lot et on réserve la partie nécessaire. Parce que vous comprendrez qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas vous pointer avec un patient. Au bout du 2e cycle, le gars, il est sur, on va dire, ce qu'on appelle la partielle réponse ici. Vous ne pouvez pas vous pointer au 2e en disant « Ah ben on est désolé, mais vous savez, comme vous avez malheureusement en ce moment en pharmacie, ah ben il n'y en a plus. » Ben ça, non, on ne peut pas. C'est éthiquement impossible. C'est éthiquement impossible. Donc vous voyez, la partielle réponse, en gros, c'est vous n'avez pas une réponse complète au premier, vous n'avez pas une réponse complète au 2e. En fait, ces 3 réponses partielles sont l'équivalent d'une réponse complète. Donc vous voyez que quand on va traiter un patient, j'ai un problème sur mon lot. J'ai des problèmes sur je ne sais pas combien le nombre de flacons, je ne sais pas le nombre de cycles. En fait, je démarre, je ne sais rien. Mais il faut que je sois préparé à tout avoir. Next, voilà. Donc pour résumer, j'ai un problème, on ne va pas le traiter ici, mais ça je vous en reparlerai peut-être dans un an parce que l'entreprise avait acquis pour ce produit les droits uniquement de distribution en Europe et on vient d'acquérir les droits mondiaux et le manufacturing. Donc le problème va être un petit peu différent. Donc je reviendrai vous parler du manufacturing quand on aura mis le doigt dedans. Donc ça, c'est l'incertitude. On a un traitement, quand on dit un traitement individualisé, dimensionné pour chaque patient, je ne vois pas ce qui peut être plus dimensionné et plus orienté pour un patient. Et il faut qu'on ait impérativement cette obligation éthique de pouvoir traiter le patient quoi qu'il arrive. Bien évidemment, vous aurez compris que si on n'a pas une gestion, une visibilité du stock temps réel, faut qu'on fasse un autre métier, hein, parce que sinon là, on n'est pas bon. Qu'on a des plannings de livraison qui doivent être extrêmement précis. Oui, j'ai oublié de vous dire, on livre du produit à moins 150 degrés à l'hôpital. Donc vous pensez que c'est pas la poste, hein. C'est dédié. Quand on arrive, le patient
Il est là, il attend, et généralement, il est infusé dans l'heure qui suit. Donc il y a une coordination avec l'hôpital qui est monstrueuse. Donc ça veut dire que nous, dans nos systèmes qui déclenchent en fait tout le travail, eh ben, il faut qu'on soit préparé à ça. Par exemple, ce que je n'ai pas précisé ici, c'est qu'en fait, quand on va avoir un patient, il faut qu'on refasse tout un packaging, tout un étiquetage. Mais je crois que c'est dans la slide suivante où on en parle. Donc, planning compliqué, et puis c'est des tout petits volumes, et c'est évidemment une valeur ajoutée. Ce n'est pas des produits, on n'est pas dans la boîte de Doliprane, hein, pour faire simple. Nairi, merci. Alors, on en a parlé, donc, les différentes étapes. Manufacturing, on en a parlé. Bon, on stocke à moins 150. Ce n'est pas le plus compliqué. C'est du moins 150. C'est juste que ce n'est pas un frigo. C'est juste que c'est plus dangereux que tout, parce qu'il n'y a pas pire que le froid, hein, en termes de manipulation. Vous y laissez un doigt alors que vous n'avez même pas commencé. Ça, c'est la partie en fait, où on a des flacons nus. On a, vous savez, si vous vous rappelez, on a tous les lots. Chaque lot a un donneur et chaque lot a un flacon nu. Derrière, il va y avoir la fameuse étape où on va rentrer en contact avec un médecin. De ce contact, on va échanger avec le médecin sur le patient des données qui vont nous permettre de caractériser correctement ce qu'on appelle la lot selection. Et derrière, tout ça va amener en fait à l'hôpital à nous passer une commande. Et à partir du moment où on va rentrer, on va affermir, on va proposer au médecin, parce que c'est le médecin hein, au final qui choisit. Nous, on ne choisit rien du tout. On dit au médecin, voilà, on a un lot qui fait ça, vous prenez pas, qu'est-ce que vous faites? Et à partir du moment où il dit on prend, nous, on verrouille tout. Et ça, c'est fait dans Future Master. Et on verrouille toute la capacité que l'on a de traiter le patient jusqu'au bout. Ensuite, merci. Là, ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez un flacon qui est tout seul. Donc il faut qu'on fasse un packaging secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est des injections par 2, par 3 flacons, par 4 flacons, par 5 flacons, il faut qu'on refasse tout. On refait tout un étiquetage, évidemment dédié patient, évidemment avec les caractéristiques anonymes, je vous le précise quand même pour qu'il n'y ait pas de débat, c'est totalement anonymisé, hein, puisque la loi est extrêmement stricte là-dessus. Et à partir de là, tout ça se fait, tout ce packaging est fait en moins 150. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez mis les doigts dans le moins 150, mais enfin c'est un petit peu frais quand même. Il faut faire ça avec des gants, hein, puis des gros. Et à partir de là, on est en capacité d'expédier, toujours pareil. Alors expédier en moins 150, il n'y a rien de plus facile. Hein. Les vétos, ils font ça pour les inséminations des vaches depuis 50 ans. Donc à un moment, c'est juste que c'est un dédié, c'est juste que quand l'hôpital il vous dit c'est tel jour à telle heure, bah, c'est tel jour à telle heure. C'est pas le lendemain, c'est pas la veille, c'est ce genre de choses. Donc c'est extrêmement précis. Puis après, il y a l'administration. Le sujet, alors c'est pas que je veux mettre de la gravité, mais il faut juste qu'on se rende compte que les gens en fait qui ont ce genre de problème ont déjà été traités en première indication. En fait, c'est une petite maladie, on va dire, qui touche 250 à 300 personnes par an. Sauf que ce sont des gens qui sont déjà réfractaires à un traitement précédent. Sauf que quand ces gens sont réfractaires, leur moyenne de survie, je sais que le terme n'est pas très empathique, mais c'est le terme qu'on utilise, est entre 4 et 5 semaines. Donc vous imaginez que nous, et c'est là où la supply elle prend un sens qu'on n'avait pas avant. Quand vous faites de la supply chain sur du Doliprane, bah vous faites un lot, le lot il va chez le grossiste chez le pharmacien, vous en avez pas. Bon, le mec, s'il n'en a pas, vous ne connaissez pas son nom, puis de toute façon il prendra autre chose, puis il ne va pas en mourir. Bon. Nous, dans cette histoire-là, le truc qui pour nous a été extrêmement fort, bah, c'est qu'à un moment, on participe réellement à la survie du patient. Il y a le produit hein, qui fait tout, bien évidemment, mais notre capacité à pouvoir le faire dans les temps, à pouvoir le faire en respectant tout et avec la logique, eh ben, c'est un facteur supplémentaire pour le patient. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, nous a rendu extrêmement fiers. Je dis nous, les opérations, hein, supply, plus à la limite que de faire un lot de Doliprane, hein, parce que bon, on ne va pas non plus faire la journée là-dessus. Voilà, donc, quand je vous dis tout ça, en fait tout ça on l'a découvert. Alors évidemment, quand mon patron est venu me voir en me disant « Bon alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Ah bah, je dis « C'est pas compliqué, ça rentre dans rien. »
Je dis comment ça rentre dans rien? Ben, il me dit on fabrique des médicaments, mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on utilise, alors je passe en revue bref de vente, SNOP, MRP, DRP, tout ce que vous voulez, rien de tout ça fonctionne. Ça allait même plus loin, c'était, vous savez, ça allait même jusqu'au niveau par exemple comptable. Aujourd'hui, moi je vends des boîtes, donc je facture la boîte. Ben là, je ne vends pas la boîte, je facture un traitement. Ça, alors on me regardait, on dit mais comment on va faire? Ben, je sais pas, on va faire. Alors, du coup, on réfléchit au truc et puis on se dit quand même, merde, on ne peut pas le faire sur Excel parce qu'évidemment, il y a des mecs qui vous font, bah tiens, sur Excel, ça marcherait bien. Je dis, ah, pas, non, on va pas faire ça sur Excel. Puis là, je me dis, mais quand même, ça ressemble vachement à un DRP, ce truc. Je dis, il y a un truc à creuser dans le planning, vous savez, le planning du DRP, ce planning des livraisons et tout ça. Puis moi, je me dis, je fais la connerie que je fais tous les jours. À chaque fois que j'ai bossé avec Future Master, je fais cette bêtise. C'est-à-dire que moi, j'imagine comment j'utiliserai Future Master. Puis après, je vais les voir. Puis après, ils me disent non, non, on va faire différemment. Mais bon, l'idée de base est toujours bonne. Hein, beau. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, on dirait un DRP. Donc, pourquoi Future Master? Parce que comme c'est des gens avec qui on bosse depuis déjà au moins une trentaine d'années, on a fait comme d'habitude. On est allé les voir et puis on a dit, bon, moi j'ai dit, voilà, je verrais bien un DRP. Et puis là, ils m'ont fait, non, non, c'est pas un DRP, c'est TPX avec machin et trucs, mais on voit ce que tu veux, on va le faire. Ah bon, ok. Bon. Donc, une vieille collaboration. En gros, on se comprend. Nous, visiblement, ils comprennent ce qu'on veut et ils ont la capacité d'aller très vite sur des choses. Moi, j'étais très attentif sur le fait que je ne voulais pas de développement spécifique. Je ne voulais pas qu'on crée un truc qui soit sorti de on ne sait où, puis qu'à un moment, plus personne ne sait faire fonctionner. Je voulais que ça reste dans plus du paramétrage que du développement spécifique. Donc là-dessus, c'est ce qu'on leur a dit. Et puis, quand on les a vus, on était au mois d'octobre. Ouais. Et moi, je devais démarrer en février. Le 1er février, je devais démarrer. Donc on leur a dit, c'est pas compliqué. Hein. Maximum mi-janvier, c'est fini. Et bon, ils ont fait, ah, quand même, non, c'est pas, voilà, c'est le deal. Donc c'est ce qu'on a fait. Combien il reste, chef? Good. Donc, on n'a pas tout pris, évidemment, Future Master. Aux dernières nouvelles, ça ne s'appelle pas SAP. Hein, je vais pas c'est pas une nouvelle non plus pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les choses qu'on pouvait faire. Donc, vous voyez, dans toutes les différentes... Alors, évidemment, pour l'instant, ça, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, donc on l'a pas pris. Donc, on s'est occupé de l'importation, la sélection, préparation, shipping. Bon, l'invoicing, hein, c'est le RP classique qui s'en charge. Donc, on travaille en interface. Et en fait, voilà, on s'est dit, avec la solution, on va essayer de couvrir tout ça. Ce qui va nous couvrir, en fait, ce qu'on va dire l'exécution de la supply chain pour la partie européenne, en tout cas. Yes, thank you. Donc, on tourne autour, en fait, on est centré patient. Et autour du patient, on va tourner autour de 3 axes. Il y a évidemment un axe hôpital, puisque quelque part, c'est quand même le point de finalité de la livraison du planning. On a évidemment le planning qui est totalement clé, puisque vous aurez compris que à chaque fois que je vais livrer, donc je peux livrer, on va dire en théorie, je peux livrer 3 fois 9, donc j'ai 9 livraisons, je peux avoir 9 livraisons, mais je peux en avoir 12, je peux en avoir 15, puis les 9 livraisons, c'est le 22 novembre, puis c'est pas le 23. Et à chaque livraison, je déclenche avant tout un phénomène, il faut que je fasse mon packaging, etc. Donc j'ai tout un compte à rebours avant qui est en fait inscrit là-dedans. Et vous allez le voir derrière, on a tout un système qui va nous permettre d'anticiper tout ça et l'outil va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. En termes de produits, bon là, produits, on réserve des stocks, on les libère, on sait ce qu'on a shippé, on est en pharma, donc on a des produits libérés, on a des produits en quarantaine. Bon, il n'y a rien de spécial. Après, le DRP, il reste assez classique, quoi. C'est toujours un DRP, c'est un DRP. Donc, on a mixé les deux modules. Alors, Future Master vous expliquera mieux que moi le module TPX et le module DRP. Moi, j'étais parti DRP, ils m'ont dit non, c'est TPX. Pour moi, à un moment, je veux pas d'ennui. Hein. Donc,
Dans un des modules, il va plutôt être à générer en fait le planning, comme si c'est con à dire, c'est un peu comme si vous aviez des promotions dans un supermarché. En fait, vous allez à des dates précises donner des événements. Et c'est ces événements, sauf que moi, l'événement, c'est la livraison d'un patient. Donc si vous le voyez dans ce sens-là, bah, ça fonctionne très bien. Et de l'autre côté, bon, bah, le module DRP qui, lui, va se nourrir constamment et va constamment en temps réel, bien évidemment, vous donner l'information nécessaire et suffisante pour que vous sachiez où vous en êtes par rapport à ce que vous avez consommé, qu'est-ce qui vous reste, est-ce que je peux commencer ou pas un nouveau traitement, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, on a conçu un nombre réduit d'écrans, parce que moi, il y a juste le truc qui m'énerve, c'est des écrans à 54, 60, 70 informations. Il y en a tellement dessus qu'on ne voit rien. Un écran, il doit rester simple. Un écran, il doit vous donner toutes les informations. Donc, on a fait très peu d'écrans. Là, par exemple, c'est notre cockpit patient. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le cockpit patient? Bon, évidemment, son planning, mais le planning détaillé, avec toutes ces dates d'exécution, de pas exécution. Un truc qui est essentiel pour nous, c'est une sorte de workflow qui systématiquement sait à quel niveau vous en êtes et qui vous dit, comme vous êtes arrivé là, et qu'on est 5 jours avant la fameuse livraison suivante, il vous faut déclencher le packaging, il vous faut faire ci, il vous faut faire ça. Donc systématiquement, l'outil, il est là et il vous dit ce que vous avez à faire. Ce qui fait que vous ne pouvez pas oublier un patient, vous ne pouvez pas laisser un patient de côté, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin en disant « Merde, on a oublié le patient d'Helsinki ». Les dates sont toutes calculées automatiquement. En fonction, elles sont travaillées avec l'hôpital. Donc on fait une proposition automatique à l'hôpital en disant des 1, des 8, des 15, blabla, tac, 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 ça fait tant, tant, tant. Et l'hôpital nous dit non, bah alors ça, non, nous, on ne réceptionne pas le samedi. Parce que dans ces cas-là, c'est assez bizarre. Hein. Nous, on est prêt à tout faire, puis l'hôpital, il vous fait ah non, nous, le samedi, on ne travaille pas. Ah bon? C'est une remarque idiote, hein, mais ne la retenez pas, même un peu énervé, pour ne rien vous cacher. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être malade. Bref, donc on réajuste en fonction de ça, et automatiquement, pof, le truc se recalcule, et on finit par dire à l'hôpital, banco, c'est ce qu'on fait. Donc le workflow, on en a parlé, et on a un certain nombre d'infos, et puis ici, on a un lien qui nous fait la consommation pour savoir où on en est. Donc avec ça, pour chaque patient, vous avez un écran et vous avez tout sur le patient. On s'est monté un dashboard global. Alors lui, c'est plutôt pour avoir à un moment une vraie vision de ce qu'on fait. Donc évidemment, les chiffres ne sont pas bons, hein. Sinon ça serait un petit peu inquiétant. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Quel est le nombre de patients qui est en train d'être traités? C'est quoi le nombre moyen de cycle? Parce que vous aurez compris que du coup, l'expérience va vous donner de l'info parce que il va nous falloir un petit peu plus de temps pour apprécier en moyenne, est-ce qu'on est sur 2, combien, combien font 2 cycles, combien font 3 cycles, et ainsi de suite. Donc ça va être de la stat. Donc on a toute une vue sur tous les patients qui est ici, qui nous dit, voilà, ce patient, il est en traitement jusque-là, et ainsi de suite. Donc on a un cockpit qu'on peut aller regarder et qui nous dit à peu près où on se situe. Et puis, je crois que là ensuite, avoir des KPI, je ne vais pas les détailler parce qu'elles sont très particulières et liées. En gros, on peut faire un peu ce qu'on veut avec les KPI. Et puis derrière, je ne sais plus, il y en a un autre. Ah non, il n'y en a pas d'autre. Bon, on en a montré 2, il y en a plus que 2, hein, quand même, il faut être raisonnable. Mais déjà, avec ces 2-là, on peut tout faire, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est qu'un truc important, c'est que multiplier les écrans, ça n'a jamais... Enfin, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc du coup, en faisant ça, on s'est engagé en fait avec les gens de la partie médicale à respecter un certain nombre de choses. La première, c'est qu'en fait, on dit proposer un lot par rapport à un patient, c'est un jour. Donc proposer un lot, vous l'avez vu, c'est le HLA, la compatibilité, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai assez de flacons, et ainsi de suite. Deuxièmement, on s'engage avec l'hôpital sur le planning. Et on lui dit ferme, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et troisièmement, on s'est engagé sur un temps maximum entre le moment où je démarre, où j'ai la commande de l'hôpital, et le moment où je livre le patient. Donc Europe entière, entre le moment où je fais ça et je livre, je n'ai pas plus de 5 jours. Pour votre info, aujourd'hui, on est à 4,1 jours.
sachant qu'on a déjà traité des patients en Finlande, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et ainsi de suite. Donc c'est pas, en gros, c'est 2 jours de transport et 3 jours de travail de packaging, travail pour préparer le produit. Donc voilà à quoi on s'est engagé. Et du coup, bah, bon, après, évidemment, on s'est orienté patient, mais ça, vous l'aurez compris, c'est robuste. Bien évidemment, c'est montrable, c'est validable. Alors ça n'est pas encore validé pharma, mais l'idée évidemment est de le valider pharma. Et du coup, ça nous donne, nous, on dort un peu mieux parce que quand vous avez, moi, ça sur Excel, moi je dors pas. Hein. Et bon, les patients, comme je vous dis, les patients qu'on a, c'est quand même des gens qui sont quand même avec une chance sur 2 de passer à Patresse et d'avoir cette capacité de pouvoir leur offrir en tout cas une chance supplémentaire. Encore une fois, j'ai toujours un petit peu de... Ça me fait un peu les frissons à chaque fois parce que ça va vous paraître peut-être un peu idiot, mais voilà, on est hyper fiers de ce qu'on peut faire avec et de ce qu'on amène. Voilà, et je crois que c'est tout pour moi et je vous remercie de votre attention. Bon, alors on savait qu'on allait parler de SCM, de Supply Chain Management, pas de SVT, mais merci pour la mise à niveau au départ, parce que c'est vrai que c'était important aussi de comprendre les spécificités de la supply. Est-ce que dans la salle... C'est juste parce que c'était un peu la clé. C'est-à-dire que plus vous allez, mais c'est un message global, plus vous comprenez votre problème, mieux vous êtes capable de l'expliquer, mieux les gens qui ne sont pas du métier, alors que ce soit Future Master ou n'importe qui d'ailleurs, à la limite, plus vous allez avoir une compréhension, une explication claire, plus ça va être facile pour eux de vous dire, chacun est un professionnel, donc ils vont vous dire voilà ce que je vais faire avec. Et ça contribue beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, il y a une question au 3e rang. Vous vous présentez s'il vous plaît et puis posez votre question. Bonjour, je m'appelle Armelle Davio. J'ai une question justement par rapport à l'hôpital, parce que vous avez l'air très agile par rapport à la solution pour livrer en temps et en heure l'hôpital, mais comment s'adapte l'hôpital par rapport à la livraison? Est-ce qu'ils sont aussi agiles que vous pour planifier justement toutes les interventions des infirmières auprès des patients? Comment ça se passe? Alors c'est extrêmement variable. C'est très difficile de donner une réponse générale parce que leur agilité dépend du patient. C'est-à-dire parfois le patient est à l'hôpital, donc ça va être plus facile. Parfois le patient est encore chez lui, c'est-à-dire qu'il est encore suffisamment bien pour pas être à l'hôpital. Donc chaque cas va être différent. Donc après, vous savez, il est des hôpitaux comme de nous tous. Il y en a qui vont être mieux organisés que d'autres. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas de problème particulier. Mais il y a bien une discussion avec l'hôpital. C'est pour ça qu'on a, dans notre organisation, on a ce qu'on a créé un job de Patient Journey Manager. Ce sont des gens en fait qui gèrent tout ça et qui sont en relation avec l'hôpital, qui sont des pharmaciens et qui vont travailler avec l'hôpital en disant voilà, on s'occupe du patient machin, et l'hôpital va dire bah oui, il est chez nous, faut faire vite, faut ci, faut ça, etc. Et en fonction, on va s'adapter. En fait, nous, notre système, franchement, c'est de nous adapter à ce que veut l'hôpital. Après, les hôpitaux sont notre chance, si j'ose dire, hein, c'est que c'est 250 patients et que ça va être autant d'hôpitaux en Europe. Tous les hôpitaux qui savent traiter ce genre de choses sont en France. Vous allez avoir 6 ou 7 grands hôpitaux qui ont cette capacité de traiter ce genre de patients et d'avoir ce genre de choses. Donc, on a quand même certaines facilités qui viennent aussi par là, hein, faut être clair. Mais bon, on considère que c'est à nous de nous adapter. Autre question sur la gestion de stock. Parce que du coup, vous avez dit qu'il fallait 6 mois pour produire donc la culture cellulaire, arriver à des lots qui soient conformes par rapport aux patients. Du coup, en stock, vous ne savez pas forcément ce que vous allez avoir au final, ce que vous disiez. Donc, est-ce que ça arrive que vous tombez en rupture pour un patient? Alors, on ne peut pas tomber en rupture pour un patient parce qu'on ne va jamais démarrer un patient qu'on ne finira pas. Après, je pense que mon directeur financier m'a un peu couru après avec une hache dans les couloirs parce que forcément, vous aurez compris qu'on n'a pas un stock qui est optimisé.
Parce que forcément, je ne vais pas pouvoir l'optimiser. Parce que des fois, je vais viser en fabrication un certain lot et puis ce n'est pas lui qui va sortir. Je ne vais pas le jeter parce qu'il va forcément servir à quelqu'un d'autre. Mais en fonction de la probabilité qu'on va avoir, je n'ai pas précisé, mais dans la distribution HLA, vous allez avoir en fait, je dirais 20%. 20%, on retombe sur les 80-20. Vous avez 20% des HLA qui vont vous faire 80% de la population. Et après, ça descend. Moi, je vais faire des lots, je sais aujourd'hui. Alors, autre truc que je n'ai pas dit, mais qui est super avantageux, on va avoir une péremption de 10 ans. Hein. Donc, en pharma, quand vous dites 10 ans de péremption, on vous regarde, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Si, à moins 150, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Hein. Donc, aujourd'hui, on a 5 ans, mais on va aller jusqu'à 10. Donc, au moins, on est tranquille. Mais moi, j'ai un lot. Il va être sur un HLA tellement rare que je vais avoir un patient tous les 2 ans. Bon, je vais garder le lot 10 ans et tous les 2 ans, j'aurai un patient. Mais mon coût de possession de stock, alors là, c'est sûr que je me fais étriper par n'importe quel directeur financier sur le sujet. Mais je n'ai pas le choix. Après, on ne peut pas soigner tout le monde, que ce soit clair. C'est dans le dossier, c'est connu. Je ne peux pas couvrir 100%. C'est impossible. C'est probabilistiquement impossible. Donc nous, on a un engagement, on a un outil, en fait, notre partenaire a un outil qui permet de calculer ce qu'on couvre par rapport à la distribution HLA européenne. Et donc dans le dossier, on est à 92 ou 93% de couverture. Donc oui, il y a des gens à qui on va dire désolé, on n'a pas de compatibilité, on ne peut pas vous traiter. On est vraiment désolé. Ça ne nous est pas encore arrivé, très honnêtement. Le jour où ça va nous arriver, on sera malheureux, forcément. Mais vous êtes les seuls à le proposer ou bien il y a des laboratoires concurrents qui pourraient... Non, alors, c'est vraiment... C'est une première mondiale. Il n'existe pas au monde de produits allogéniques de ce type. Alors c'est sympa hein, parce que là, en fait, le problème, c'est quand vous retournez dire il y a quelqu'un qui pourrait nous aider, et puis là, il n'y a personne. Quoi. Donc faut faire avec ce qu'on a et imaginer en fait des choses. Alors c'est intéressant hein, sur le plan créatif, faut être un petit peu malin et créatif. Et on va être rejoint hein, parce que ça, pour moi, c'est le sens des thérapies de demain. Les thérapies allogéniques, c'est amené à se multiplier. Et d'ici, allez, peut-être pas 2 ans, mais 10-20 ans, ça va se multiplier forcément. Est-ce qu'on a une autre question de la salle? Oui. J'espère qu'il n'y a pas de médecin parce que j'ai dû dire plein de conneries. Alors, vous n'êtes pas médecin, hein? Une question plutôt supply chain. Ah, chouette. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui vous amène à relancer un nouveau lot? Est-ce qu'il y a des prévisions de consommation de ces... Alors, c'est là où est la complexité. Le seul truc que je sais faire en termes de prévision, c'est que je sais le nombre de patients. Tout ça parce qu'en fait, on sait le nombre de personnes transplantées, on sait le nombre d'occurrences qu'il va y avoir, donc on sait que ça sera au pic, on aura 250 patients. Mais c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas quand ils vont arriver, on ne sait pas si on en aura 10 en un mois, 2, 1, etc. Après, ce que l'on fait dès qu'on a bouffé un lot, très régulièrement, on fait ce qu'on appelle, on rejoue en fait tout le stock. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui a été développé par... Alors, ce n'est pas nous qui le faisons parce que c'est notre partenaire qui fabrique qui le fait. Lui, il a un outil où d'un côté, il rentre la distribution HLA moyenne de l'Europe. De l'autre côté, il rentre la copie du stock et il joue. Il joue le stock. Alors, je ne sais pas, il y a des spécialistes, c'est la méthode Monte Carlo ou Monaco, je ne sais plus, enfin, un truc comme ça. Monte Carlo? Parce que j'hésite entre Monaco et Monte Carlo. C'est Monte Carlo, d'accord. Et donc, il rejoue, il joue. Et à la fin, le truc, il dit, si tu veux continuer à garantir ta couverture, voilà le HLA que tu dois targeter. Et là, à ce moment-là, on va chercher un donneur qui a, un ou plusieurs d'ailleurs, donneurs qui ont ce HLA dans leurs caractéristiques et on lance une prod là-dessus. Alors, on en lance une. Petit gag hein, aussi, un donneur, ça peut faire que 2 productions. Hein. Et le gag, c'est quand vous en avez fait une avec un donneur, quel gars il vous a sorti restriction 0101, vous pouvez dire chouette, je relance vite, fais un deuxième parce qu'il me faut du 0101. Je sais que ça fonctionne, je recommence. Et là, il ressort et ce n'est pas le 0101 qui ressort. Et ça, again, c'est à la fin du bal que, comme on dit, nous on compte les HA à la fin du bal, mais c'est vraiment un truc un peu particulier quand même. Hein. Ils peuvent faire, quand vous dites ils peuvent faire 2 productions et pas sortir la même restriction.
Mais Il sortira le 0101 parce que ça, c'est dans son HLA. Il y a des cas très rares où il y a un HLA qui saute et qui est remplacé par un autre. Mais c'est extrêmement rare. Mais ça c'est pas ça. C'est qu'à la fin, comme je vous le disais, il y en a un qui va exprimer très exactement la bonne clé. Et on ne sait jamais lequel des 6 que vous avez vus sur les allèles ABC va être celui-là. Si vous a sorti dans le premier 0101, ça ne veut pas dire que vous recommencez une production identique. C'est pas sûr qu'il vous ressorte le même. Ça peut arriver, mais c'est pas sûr. moi, j'avais une question à Yacine sur enfin, là, on voit, on a compris que la supply chain, là, elle était juste très spécifique, des contraintes incroyables. Est-ce que, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une mise en œuvre, vous avez fait ça en un temps record alors que c'est un truc à s'arracher les cheveux, et une combinaison TPX, DRP. Est-ce que ça veut dire que vous aviez déjà cette combinaison-là pour d'autres secteurs qui n'ont rien à voir, mais sur lesquels vous utilisez ça? Alors oui, les modules, ils existent. Et en fait, effectivement, ce qui permet d'avoir une mise en œuvre aussi rapide, c'est parce que c'est effectivement sur étagère. Par contre, c'est un peu ce que Christophe a expliqué. Ils sont venus vers nous, ils nous ont dit bon, on veut faire ça. Et nous, on a dit bah en fait, on pense que c'est ça. Ce qu'on s'est dit chez Future Master, on s'est dit bah en fait, nous, on a un module qui est à côté, qui sert plutôt dans les produits de grande consommation et qui permet de gérer des événements. Si on se disait que le patient c'est un événement, parce que finalement un traitement c'est un événement, et ben peut-être que ce module on peut l'utiliser. Et c'est ça qu'on a fait en fait. Et au final, il se trouve que oui, ça marche. Et ça marche super bien. Et du coup, derrière le DRP, c'est de la planification de consommation de stock. Donc, c'est dans quel type de secteur? C'est plus une supply chain de services, par exemple? Parce que non, là, finalement, aujourd'hui, c'est un traitement. C'est pas tellement des produits. Finalement, il y a tout un processus. C'est un module de gestion des événements. Donc ça veut dire que, mais je vais vous prendre des événements, c'est un exemple parmi d'autres, mais les événements particuliers qu'on peut être amené à gérer, c'est des promotions dans une supply chain. C'est pour ça qu'en fait il a parlé de promotion. C'est parce que si on regarde bien, bah, effectivement ça ressemble à une promotion, mais ça ressemble aussi à un lancement produit. Ça peut ressembler aussi à un appel d'offres dans une supply chain. Je voudrais que les choses soient claires. Le 4e cycle n'est pas gratuit. Hein. Par contre, effectivement, il n'y a pas de mécanique de prix derrière. Mais voilà, effectivement, en fait, on a juste essayé de renverser le problème en se disant, bah, au lieu de réfléchir produit, réfléchissons patient. Et si on le prend comme ça, avec ce paradigme-là, bah, quelque part, il y avait une réponse Future Master sur étagère. C'est ce qui a permis l'efficacité de la mise en œuvre, en fait. Okay, L'autre efficacité, c'est qu'ils ont mis 2 personnes de chez eux, on a mis 2 personnes de chez nous, et ils ont bossé ensemble dédiés à ça, quoi. Donc on n'a pas dilué l'effort. Mais après, on est arrivé tard parce qu'on voulait arriver avec exactement une compréhension complète. On ne voulait pas changer au milieu du gué en disant ah ouais tiens au fait ouais alors c'est pas exactement ça. Ouais, ça vous tue un projet en 2 secondes. Donc on voulait aller au dernier moment. C'est pour ça que ça a été assez tard et que ça a été concentré. Mais j'ai pas senti une concentration qui avait posé. Le 2 mois et demi, je l'ai pas senti exceptionnel en soi parce qu'en fait, tout le monde savait dès le départ ce qu'il voulait, ce qu'il allait faire. Nous, on a exprimé ce qu'on voulait. Eux, ils ont tout de suite vu les liaisons. Et derrière, ça a roulé. Non, non mais tu as raison et c'est important de le préciser. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, la réflexion, elle a été commune. Donc finalement, quand on parle de 2 mois et demi de mise en œuvre, il y a eu un temps au préalable qui n'est pas du temps projet, qui est plutôt un temps de conception commun de comment on allait adresser cette problématique si spécifique. Et c'est ce que Christophe a expliqué juste avant, c'était important de bien poser les problématiques et finalement de s'aligner en termes de compréhension et de vocabulaire pour arriver... elle vient de là l'efficacité, effectivement. Enfin, ça montre quand même que l'outil, là pour le coup, on parle de paramétrage, ça peut aller très loin parce qu'on est vraiment loin d'une supply chain classique, quoi. Ah, absolument. Il y a une forme d'agilité derrière. Je suis obligé de dire que c'est la fin, malheureusement, parce qu'on a des pauses qui sont très courtes cet après-midi. Donc je vous propose déjà d'applaudir à nouveau
nos deux conférenciers pour ce qu'ils font et pour la thérapie aussi qu'ils proposent quand même. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure à 15 heures. Alors là, on parle plus du tout de la même chose puisqu'on parle de BIC. Mais bon, c'est toujours aussi, ça peut être aussi très utile. Et donc BIC qui a mis en œuvre un processus de planification intégré sur Anaplan. On va parler SNOP, on va parler d'IBP, IBP. Donc voilà, ne manquez pas la prochaine conférence. À tout à l'heure.